Bon, chers amis, nous revoilà pour la partie 3. Hem, alors, juste pour récapituler, ce que nous avons vu dans la partie 2. Donc dans la partie 2, nous avons vu les flammes révolutionnaires, les éléments qui ont enflammé, on va dire, les 2 révolutions, des 2 côtés. Mais on a pu voir, naturellement qu'il y avait naturellement des différences, OK? Les différences d'une logique, d'indépendance du côté, de la révolution américaine, qu'on appelle aussi la guerre d'indépendance, qui était une ancienne colonie qui a pour but de retrouver une indépendance qui était la sienne avant, la guerre de 7 ans au Canada. Et puis naturellement, donc on voit une forme de plus grande stabilité ou d'une vision beaucoup plus claire de ce que la liberté ou l'égalité signifie. OK? Puisque dans un mouvement contraire, on voit la France qui est sous un joug, d'oppression, extrêmement important depuis 1000 ans. On a pu voir à la fin de On va refaire un récapitulatif là-dessus sur la partie 3, mais on peut voir qu'il y a effectivement, il y a une mainmise sur les basses classes, le tiers état, depuis 1000 ans. Donc le changement amène, l'inflammation de la révolution a des perspectives différentes et on verra que sur la partie de la Révolution française, ça prend une tournure même encore plus, je veux dire, encore plus sombre que ce qu'on peut imaginer et qui est sensiblement différent de ce qu'on peut voir avec la Révolution américaine ou la guerre d'indépendance. OK? Donc maintenant sur la partie 3, qui est une partie un peu plus longue, vous allez voir on va parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les conséquences. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur la partie française puisqu'il y a beaucoup plus de tumulte, alors que sur la partie américaine, il y a une logique beaucoup plus, claire, beaucoup plus simple. OK? Donc c'est effectivement ce que j'avais vu dans certains commentaires. Donc voilà la partie 3 qui s'appelle «Les conséquences». Je vais partager mon écran rapidement, pour que vous voyez ce dont nous allons discuter maintenant. Qui, je vous répète, ça va être une partie un peu plus longue. Pour ceux qui ont vu déjà la version en anglais, c'est une partie qui dure environ 1h20, 1h20, 1h15. Donc voilà, partie 3, les conséquences. On va comprendre les effets immédiats et à plus long terme des 2 révolutions. Donc les effets immédiats, tout de suite, qu'est-ce qui se passe, au moment de la révolution? Qu'est-ce que ça donne en termes de délivrables, on va dire? Et puis de l'autre côté, on va voir aussi quels sont les effets à plus long terme et quels sont les effets sur, on va dire une dizaine d'années, ou un peu plus, OK? Jusqu'à environ 1830, on va essayer de pousser jusqu'à 1830 pour donner une perspective et naturellement, ça va être, comme je le disais, une partie un peu plus longue, OK? Donc on va commencer tout de suite avec la Révolution américaine. Comme d'habitude, vous verrez les titres de chaque section qui seront abordés pour éviter que vous soyez un petit peu perdus, mais ça va être relativement riche. OK. Donc voilà, on commence avec la Révolution américaine, la déclaration d'indépendance. OK. Donc la déclaration d'indépendance approuvée par le Congrès continental le 4 juillet 1776 représente un pilier essentiel de l'histoire des États-Unis. Il exprimera avec éloquence les doléances des colons contre la domination britannique et proclama leur indépendance. Donc encore une fois, on a la logique d'une colonie qui veut s'affranchir de l'empire. OK? Donc ça repose sur, en fait 3 éléments principaux. La déclaration d'indépendance, les droits naturels. La déclaration repose sur la philosophie des droits naturels, ce qui s'appuie sur l'approche philosophique à la fois des Lumières françaises et des visionnaires comme John Locke, Adam Smith et aussi des personnages comme Benjamin Franklin, mais aussi, je disais aussi les philosophes, naturellement français. Donc affirmant que tous les hommes naissent égaux et dotés de droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. OK? La théorie du contrat social, ce document s'inspire de la théorie du contrat social de John Locke, soutenant que les gouvernements tirent leur pouvoir légitime du consentement des gouvernés. On ne peut pas diriger un peuple sans avoir son consentement. Si on veut ne pas utiliser son consentement, on fait de la propagande, on manipule les médias, mais on ne peut pas, la légitimité d'un pouvoir, c'est avant tout que les gouvernés soient en accord avec les décisions qui sont prises. Les doléances envers le roi. La déclaration énumère des griefs spécifiques contre le roi Georges III, tels que la taxation sans représentation politique qu'on avait pu
voir dans la partie 2, la dissolution des législatures coloniales et le logement des troupes britanniques dans des foyers privés. Donc, effectivement, donc tous ces éléments-là, ce sont les griefs qui sont vraiment, qui sont énumérés contre l'Empire britannique et sont la manière dont elle veut imposer un contrôle depuis la fin de la guerre des 7 ans. Donc la taxation supplémentaire pour récupérer les fonds qui ont été perdus et naturellement exercer un contrôle parce qu'on veut s'assurer d'une continuité des revenus qui viennent des colonies. OK? Et naturellement, il y a un business colonial. Il y a naturellement un business colonial avec tous les monopoles qui sont octroyés à des personnes de l'environnement du roi ou de la noblesse ou de la nobilité britannique pour s'assurer, je veux dire, l'enrichissement naturellement le flux de revenus qui reviendra à l'Empire britannique. La déclaration d'indépendance agit donc comme un cri de ralliement pour le peuple américain et un plan pour la nouvelle nation. Les principes d'autogouvernance, de droits individuels et de gouvernement limité continueraient à façonner la démocratie américaine. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la différence, il n'y a pas de tumulte. C'est qu'on veut passer une forme d'autogouvernance, ce qu'on a pu voir, l'autogouvernance qui était déjà la sienne, en fait, avant la guerre des 7 ans, parce qu'on les laissait prendre leurs décisions. Là, ils veulent vraiment s'affranchir, prendre leurs propres décisions seuls, mais c'est constant jusqu'à aujourd'hui. Quelque part, c'est constant jusqu'à aujourd'hui. Il y a une démocratie aux États-Unis qui est imparfaite, comme toute démocratie, mais elle fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la Révolution américaine, la naissance d'une nation. OK? La Révolution américaine elle-même a abouti à la création des États-Unis d'Amérique. OK? C'est la nation qu'on connaît aujourd'hui. Une nation nouvelle bâtie sur des fondements de liberté, d'égalité et d'autogouvernance. En 1787, la Constitution a donné naissance à une république fédérale dotée d'un système de contrôle et d'équilibre. OK? C'est donc cette Constitution américaine que l'on connaît aujourd'hui qui est donnée en 1787. 2 ans avant la Révolution, 2 ans avant le début de la Révolution française. Et en 91, on verra en 91, il me semble, c'est la date de la Constitution française qui reprendra les mêmes principes. Les bouleversements sociaux et politiques engendrés par la Révolution ont été marquants, avec notamment l'abolition de l'esclavage dans certains États et l'extension des droits de vote. Cependant, ces changements n'ont pas eu lieu du jour au lendemain, ni de manière générale. Les défis économiques étaient nombreux. La guerre pour l'indépendance laissa la nouvelle nation avec une dette conséquente. La jeune nation se trouvait confrontée à des défis économiques alors qu'elle cherchait à bâtir une économie stable et à développer des relations commerciales. Donc, ça veut dire quelque chose de très spécifique. Ça veut dire qu'effectivement, que la guerre d'indépendance a coûté beaucoup d'argent et d'endettement vers d'autres nations, notamment la France. Donc, il faut rétablir une stabilité économique. Donc, ça va avoir pour conséquence les Amérindiens, comme on a pu en discuter un petit peu. Là, on va en discuter un petit peu plus tout de suite. Mais naturellement, ça veut dire on ne coupe pas les ponts avec l'Angleterre. Il y a une continuité de collaboration avec l'Angleterre, une collaboration étendue aussi avec la France, qui va permettre une une forme d'alliance naturelle entre les États-Unis d'Amérique et les pays européens qui les ont soit supportés ou envers qui ils se sont séparés. Donc la continuité de fraternité avec l'Angleterre continuera jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'impact est inversé aujourd'hui. C'est plus les États-Unis qui sont dominants que l'Angleterre, mais à l'époque, c'était vraiment la nation numéro un dans le monde, c'était vraiment l'Angleterre. L'Empire britannique était partout dans le monde. Donc, son importance était absolument vitale, notamment pour des aspects commerciaux. Donc maintenant, la Révolution américaine et les Amérindiens. Donc on en a parlé un petit peu dans la partie 1 et 2. Donc là, on va pousser un petit peu plus pour comprendre les bouleversements que la création des États-Unis crée pour eux. La Révolution américaine a profondément bouleversé et souvent eu des conséquences dévastatrices sur les populations amérindiennes. Alors que certaines tribus se sont alliées avec les colons, d'autres ont attribué leur soutien aux Britanniques ou ont tenté de rester neutres. Peu importe l'alliance qu'ils ont pris, quelle que soit leur position, la guerre entraînait des pertes et des perturbations importantes. Privation territoriale. À la fin de la guerre révolutionnaire, le traité de Paris a concédé de vastes territoires aux États-Unis, entraînant le déplacement de nombreuses tribus amérindiennes. Pourquoi? Parce que il y a besoin d'avoir une stabilité économique. Il y a besoin d'avoir un développement économique et commercial des États-Unis. Donc, il faut occuper le territoire, il faut tirer avantage du territoire pour pouvoir accélérer la stabilité commerciale et économique du pays. Donc, l'effet, c'est directement sur les Amérindiens. Déplacement forcé, qui est lié donc à la première partie, à la privation territoriale.
Déplacement forcé. En 1830, l'Indian Removal Act autorisa le déplacement forcé des Amérindiens vers les terres à l'ouest du Mississippi, entraînant ainsi la triste, célèbre piste des larmes. Donc la marche des larmes, c'est euh, cette fameuse marche qui a eu lieu et qui a tué des milliers d'Indiens dans leur trip, dans leur déplacement vers vers de nouveaux territoires. La politique d'assimilation culturelle menée par le gouvernement américain visait à contraindre les Amérindiens à renforcer à leur mode de vie traditionnel pour adopter des coutumes européennes. C'est vraiment en fait, là, ce que l'on voit, en fait, c'est la définition, pour moi, c'est la définition d'un génocide. C'est l'aliénation de toute forme de culture, de développement culturel, pour une nation et naturellement, on cherche à limiter leur propagation en termes, de reproduction. Donc, je parlais que souvent les femmes et les enfants étaient ciblés pour éviter qu'il y ait de répercussions, futures. Si la révolution américaine a été un combat pour l'indépendance et l'autodétermination, elle a elle a souvent eu des conséquences tragiques pour les Amérindiens. De nombreuses tribus ont dû faire face à la dépossession, à l'effacement culturel et naturellement à une violence extrême et des massacres extrêmement importants. OK, on continue. Les soupçons de corruption lors de la révolution américaine. Si la révolution américaine était principalement associée à des idéaux républicains et à une limitation du pouvoir gouvernemental, elle n'était pas exempte, elle n'était pas exempte de cas de corruption et d'abus de pouvoir. La gestion financière chaotique, le Congrès continental, l'organe dirigeant des colonies américaines, peinaient à gérer les finances pendant la guerre. Cela a entraîné des accusations de corruption et de mauvaise gestion des fonds. Ça a souvent été une critique, à l'époque, de la guerre d'indépendance, qui a souvent été une vue comme il y avait beaucoup de fonds qui arrivaient, c'était très mal géré et ce qui fait que l'approvisionnement en armes ou l'approvisionnement en en éléments nécessaires à la guerre comme l'approvisionnement, je veux dire, en nourriture et autres, était très mal géré. Système de favoritisme. Après la guerre, le nouveau gouvernement américain a dû faire face aussi à des défis pour mettre en place un système d'attribution des postes juste et équitable. Le népotisme, cette tradition consistant à attribuer des postes gouvernementaux à des partisans politiques, suscita de vives controverses. Ça existe partout, dans toute société humaine. À partir du moment où il y a des changements politiques, on favorise ceux qui nous ont aidés à prendre le pouvoir. Donc on permet à certaines personnes de bénéficier des efforts qu'ils ont faits pour supporter une vision, OK? Et donc naturellement, on fait naturellement du favoritisme et ça existe partout. Grèce, Rome, Égypte, toutes les sociétés humaines ont ce problème-là. La transition est extrêmement compliquée. À partir du moment où il y a des oppositions politiques, ça amène des systèmes de favoritisme. Affaire de corruption. Les premières années de la République ont été marquées par l'émergence de plusieurs scandales impliquant des fonctionnaires gouvernementaux et des malversations financières. Ces affaires ont semé le doute quant à l'intégrité du nouveau gouvernement. Toute transition, encore une fois, hein, c'est ce qu'on verra avec la Révolution française, toute transition politique amène des bouleversements dans lesquels il y a des failles. Et dans ces failles peuvent naturellement s'infiltrer différents types de malversations, y compris la corruption naturellement. Pour donner un exemple simple, c'est la rébellion du whisky. Ok. La rébellion du whisky de 1794 fut une contestation contre une taxe fédérale contre le whisky imposée par l'administration de Washington. Les agriculteurs de l'Ouest, dont la principale source de revenus était la production de whisky, étaient principalement touchés par cette taxe. Les agriculteurs de l'Ouest ont vivement contesté la taxe, la jugeant inéquitable et discriminatoire, qu'elle pesait de manière disproportionnée sur les producteurs ruraux. Ils ont orchestré des manifestations et ont catégoriquement refusé de s'acquitter de l'impôt. Réponse fédérale, le président George Washington, qui devait aussi imposer sa volonté, imposer son autorité, dépêcha des troupes fédérales pour réprimer la rébellion, affirmant ainsi l'autorité du gouvernement fédéral et à faire respecter les lois. Mais en même temps, il y a une forme discriminatoire parce que dans d'autres régions des États-Unis, ces taxes ne s'appliquaient pas ou ne s'appliquaient pas de la même façon. Donc on pense à un système de favoritisme et de corruption. OK. Donc c'est ça la véritable rébellion, la contestation du whisky.
La conséquence politique, c'est que la rébellion de Bousquier a mis à l'épreuve la jeune République américaine. La réponse catégorique du gouvernement fédéral a contribué à renforcer son autorité et à dissiper les craintes d'un gouvernement central faible. Si la Révolution américaine était souvent perçue comme un processus plus honnête et transparent que la Révolution française, ce qui est le cas, moi je tiens à le dire que c'est vraiment le cas, parce qu'il y a beaucoup moins de mouvements, de balancement, d'un changement politique à un autre, d'un groupe à un autre, alors que le chaos complet existe dans la Révolution française. On a l'impression que c'est un mouvement beaucoup plus fluide dans la Révolution française, mais c'est un mouvement extrêmement chaotique. OK, avec des mouvements, de part et d'autre entre la droite et la gauche et ce qui crée aujourd'hui toujours ce même sentiment de chaos quant au système politique français, hein, d'ailleurs. Alors, oui, comme je disais, donc si la Révolution américaine était souvent perçue comme un processus plus honnête et transparent que la Révolution française, elle n'était pas exempte de ses propres défis liés à la corruption et à l'abus de pouvoir, comme toute comme toute organisation humaine. OK. Maintenant, on va passer à la Révolution française. Donc la Révolution française. On va repasser un tout petit peu sur ce qu'on a pu voir rapidement sur la partie 1-2 pour donner un contexte et on va élargir quelles sont les conséquences immédiates. Mais ce que vous allez entendre, c'est déjà des choses que vous avez entendues dans la partie 1 et dans la partie 2, OK? Pour l'instant. Puis on va transitionner vers quelque chose de plus, récent dans les conséquences immédiates, OK? Donc les inégalités sociales et les difficultés économiques du tiers-état. La Révolution française a été alimentée par une inégalité sociale profondément enracinée, notamment depuis des siècles, qui regroupait la grande majorité de la population supportant le poids de la charge fiscale, tout en bénéficiant d'une représentation politique minimale ou nulle. OK? Alors quand je dis minimale, ça veut dire que la bourgeoisie, qui a un lien relativement proche avec la nobilité, peut avoir une forme de représentation qui est, politique à travers ses liens, soit avec la nobilité, soit en achetant des charges qui lui permettaient d'accéder à la nobilité. C'est ce qu'on appelle la noblesse de robe, OK? Il y a la noblesse d'épée qui est originellement la nobilité de type aristocratique et la noblesse de robe, ce sont les bourgeois qui obtiennent des charges qui leur permettent de devenir nobles ou qui se marient avec des nobles pour obtenir un titre, OK? Cette différence associée à des difficultés économiques et la propagation des idées des Lumières a créé une situation explosive, prête à embraser la révolution. Oui, effectivement, la base de la base, c'est le tiers-état. Et dans le tiers-état, c'est un melting pot. Et donc, cette situation de joug oppressif est extrêmement lourde. OK? Et donc, l'autorité du roi étant bafouée à un moment quand il va y revenir, fait que ça embrasse tout. L'injustice sociale. En France, la société est divisée en 3 ordres, comme on l'avait vu. D'abord le clergé, ensuite la noblesse et enfin le tiers-état. Les 2 premiers ordres bénéficiaient de privilèges importants, tels que l'exemption, pas de la plupart des impôts, de tous les impôts. La charge fiscale pesait principalement sur le tiers-état, composé de paysans, d'artisans et de commerçants. La classe des tiers était fréquemment victime de l'exploitation économique de la part de l'aristocratie et du clergé, contrainte de payer des redevances féodales et de remplir des obligations contraignantes envers l'Église et envers la nobilité. Parce que le tiers-état, il y avait notamment les paysans qui représentaient une grande majorité du tiers-état, qui était composé des serfs et des villeins qui s'occupaient de la terre des seigneurs. Et donc là, ils étaient naturellement imposés par l'Église d'un côté et imposés par le seigneur qui, lui, étant sur ses terres, impose des taxes. OK. Donc ce système féodal a encore accentué les inégalités économiques. Donc c'est un petit peu l'état des lieux de l'Ancien Régime. OK. Donc si on revient sur l'état des lieux de l'Ancien Régime, on peut dire que depuis l'époque de Charlemagne, qui a régné de 768 à 814, une structure sociale a été établie, plaçant en premier, comme je le disais, le clergé, la noblesse et l'aristocratie, et en troisième le tiers-état. Selon le livre d'Albert Soboul sur la Révolution française, qui est un de mes livres de chevet, qui est un livre vraiment basé sur l'économie et qui a un regard sur l'économie, qu'est-ce qui structure la Révolution française? À l'époque de la Révolution, la noblesse comptait environ 350 000 personnes, dont 4 000 nobles de la cour, qui sont l'entourage du roi, qui réside à Versailles.
en tant que proche du roi. Comprendre que ces gens-là ne travaillent pas. Ce sont ceux qui sont censés se battre, ne se battent plus, OK? Parce que quand on a des guerres, qu'on envoie au front, on envoie des gens du tiers état, OK? Ou ils prennent des places, je veux dire, d'administration ou de dirigeants, mais ils ne se battent plus, OK? La noblesse, naturellement, est lourdement endettée parce qu'elle a un train de vie qui est extrêmement, je veux dire, heu, qui se baigne dans le luxe et qui a notamment un train de vie qui est extrêmement élevé. Donc comme elle est largement endettée, elle a commencé peu à peu à se mêler à la bourgeoisie pour bénéficier des richesses accumulées par la bourgeoisie, sous forme de mariage, sous forme de vente de charges. OK? Donc les charges, c'est j'ai une charge, par exemple, fermiers généraux et fermiers généraux, bah, ça fait partie du tiers état, mais il peut y avoir certaines charges qui sont liées à des titres de noblesse. En achetant cette charge, en payant pour accéder à cette charge, à travers des relations avec les nobles, ça nous donne un titre de noblesse. Donc on devient la noblesse de robe. OK? Donc, à travers ces relations commerciale ou ces mariages entre la bourgeoisie et la noblesse, il y a cette, cette escalade ou cette échelle sociale qui se met en place pour la bourgeoisie. À l'époque aussi, le clergé, avec ses 120 000 membres, était de loin le plus grand propriétaire terrien en France et en profitait pleinement et naturellement imposait des taxes extrêmement lourdes sur le tiers-état. Une division nette était établie entre le haut clergé qui sont composés exclusivement des membres de la noblesse et du bas clergé, principalement issus du tiers-état. Les membres du clergé, dévoués à la prière, et les nobles censés combattre, étaient entièrement dispensés de payer des impôts. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est ça. C'est 0% pour un, et pour les deux, et 100% pour le tiers-état. Le tiers-état, par contre, est composé d'environ 26 millions de personnes, donc qui représente 97% de la population, quoi. Était fortement assujetti aux impôts, directs et indirects, notamment la taille, initialement instaurée au XVe siècle pour financer la guerre de Cent Ans et le service militaire, la gabelle, ce fardeau fiscal sur le sel, les droits de douane sur le vin, le tabac et autres. C'est incroyable. C'est la dîme pour le dixième des revenus qui sont prélevés par l'Église, qui est un impôt, je veux dire, catholique. OK? La composition du tiers-état était bien plus variée que celle des 2 ordres. On y trouvait notamment des artisans, des commerçants, des avocats, des notaires et bien sûr la haute bourgeoisie qui se rapprochait beaucoup de la noblesse comme j'ai pu l'expliquer juste avant. Il y a les fermiers généraux, les banquiers, les commerçants internationaux qui faisaient fortune grâce au commerce d'esclaves et aux produits des colonies. Il faut comprendre que les grandes fortunes françaises qui existent aujourd'hui sont devenues extrêmement riches heu, durant la période de l'esclavage. L'esclavage a rapporté un fric pas possible. Donc faut comprendre, c'est pour ça que très rapidement, on va y revenir, mais quand Napoléon prend le pouvoir, très rapidement, il remet l'esclavage en place parce que c'est un business terrible. Les affres de la précarité économique. L'impôt, tel un fardeau écrasant, pesant sur les tiers états, a grandement contribué à répandre la pauvreté et les difficultés. Je le dis très souvent, c'est que dans les parties 1 et 2. Je vous dis, le tiers état, ils sont à la limite de la survie. Il faut comprendre, ce sont des gens qui travaillent de 7 jours sur 7. Il n'y a que le dimanche, à la rigueur, où ils peuvent avoir un temps de repos pour aller à la messe et encore une fois, c'est encore un moment où on les taxe. C'est encore un moment où on leur prend des sous. Parce qu'on leur demande de cette loi naturelle qui fait qu'il y a, il y a Dieu et puis en dessous, il y a une structure, hiérarchique naturelle qu'il faut respecter et nous sommes, quelque part des pécheurs et nous payons ce fardeau d'être des pécheurs et il faut, je veux dire, supporter la charge de tout ça. Donc la les di donc il y a ça, il y a la charge effectivement des impôts, mais il y a aussi la gestion inefficace du gouvernement. Les dépenses excessives de la monarchie et ces guerres coûteuses ont aggravé des problèmes économiques qui sont supportés uniquement par les tiers états. Il y a une pénurie alimentaire, les périodes de disette et l'augmentation des prix ont alourdi le fardeau des gens ordinaires. Par exemple,
On sait que le pain représente une partie importante de l'apport nutritif quotidien des individus à l'époque. La plupart des émeutes sociales entre 1788 et 1789 ont été provoquées par l'augmentation du prix du pain et une pénurie organisée de céréales. Donc les grands fermiers généraux disaient: «Ah ben certains grains ne sont plus bons, donc on ne peut plus les utiliser pour faire du pain». Donc il y a une restriction en termes de distribution du pain. Le pain parce qu'il y a une forte demande, mais une production relativement réduite, donc le prix du pain explose, les gens s'enrichissent sur la disette, ils s'enrichissent sur la disette. Et la disette, c'est pas la famine, hein. La disette, c'est parce que c'est organisé. Donc il y a une différence entre la disette et la famine. Donc ce sont des disettes qui sont organisées par les fermiers généraux et afin de faire artificiellement monter le prix du pain et en tirer profit. Et donc, lorsqu'il va y avoir la fin des droits féodaux, beaucoup de fermiers généraux vont se faire tuer à cause de ça. Donc, il y a aussi la propagation des idées des Lumières. Il y a naturellement la remise en question de l'Ancien Régime. Les philosophes des Lumières tels que Voltaire, Montesquieu, Diderot et Rousseau ont remis en question la légitimité de la monarchie et les privilèges de l'aristocratie. Ces philosophes plaidaient en faveur des droits individuels, de l'égalité devant la foi et devant la loi, pardon, et d'un gouvernement limité. Les idées des Lumières ont soufflé un vent de révolte en incitant de nombreux esprits à remettre en question l'ordre social et politique établi, offrant ainsi un cadre théorique à la mouvance révolutionnaire. Ok. Donc, comme on a pu voir, la Révolution française, pour moi, a été déclenchée par la convocation des États généraux. Cette assemblée représentative qui n'a pas été réunie depuis 170 ans. Le tiers-État incarnait la majorité de la population, réclamait le vote par tête, ce qui leur a été refusé. Donc, alors que le tiers-État, enfin l'aristocratie et les noblesses voulaient un vote par ordre, qui faisait 2 contre 1, ils n'avaient jamais une possibilité de faire valoir leur voix. Ce différend concernant les procédures de vote ont été un élément déclencheur majeur de la révolution, comme vous vous en souvenez. Lassés de l'impasse sur les votes, les membres du tiers-État ont créé l'Assemblée nationale et ont prêté le serment du jeu de paume, promettant de ne pas se disperser tant qu'ils n'auraient pas instauré une constitution. Cet acte de défiance a représenté un défi majeur à l'autorité royale, qui est le début, pour moi, de la révolution. Parce qu'on bafoue l'autorité royale. Après, il s'en vient des rumeurs d'attaques de mercenaires payés par le roi, et on veut s'armer. Donc, il y a l'assaut de la Bastille. Le 14 juillet, la prise de la Bastille est un acte symbolique de défiance envers la monarchie. Bien qu'elle n'ait pas directement conduit à la chute du roi, cette action a mis en lumière la montée en puissance et la détermination croissante du mouvement révolutionnaire. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Suite à cela, l'Assemblée nationale rédigea la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, un texte exposant les droits fondamentaux de tous les citoyens. Cette déclaration fut la pierre angulaire de la Révolution française et a inspiré des mouvements révolutionnaires à travers le monde. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est l'influence américaine est très présente. Donc ces deux mouvements ont influé, ont inspiré et influencé différents mouvements révolutionnaires dans le monde. En 1791, l'Assemblée nationale a donné naissance à une nouvelle constitution pour la France. Pour moi, c'est celle-là qui est plus aboutie. La première version, une version un peu moins aboutie, moins réfléchie, très copiée sur la constitution américaine. Maintenant, il y a une nouvelle constitution qui a instauré une monarchie constitutionnelle. Donc, restreignant les pouvoirs du roi, puisqu'il n'est plus le roi de France, mais le roi des Français, et accordant davantage de droits aux citoyens. 4. Néanmoins, la mise en œuvre de cette constitution fut semée d'embûches et le gouvernement révolutionnaire dut faire face à une instabilité persistante. Ce qu'on va voir juste après. Avant de passer à cette période des conséquences, maintenant, on va dire, un peu plus immédiates, après la première constitution et la deuxième constitution, je vais passer sur un épisode qui, pour moi, est relativement sombre, qui, pour moi, c'est le but caché de la Révolution française. On parle de la Révolution française comme une révolution, un changement de système, oui, en partie, mais pour moi, c'est un transfert de pouvoir. C'est une manipulation, la Révolution française. La Révolution américaine est une vision d'autogouvernance et de liberté et d'égalité. La Révolution française, c'est un transfert de pouvoir.
Ce n'est pas un changement fondamental, il y a un changement quelconque, plus de droits féodaux, mais c'est un transfert de pouvoir et je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle le vote censitaire et donc ce que j'appelle le transfert du pouvoir. Le vote censitaire, un système utilisé en France au début de la Révolution, a bel et bien marqué un transfert de pouvoir de l'aristocratie vers la bourgeoisie. Cependant, il est crucial de souligner que cette évolution n'a pas été favorable aux classes populaires, aux classes les plus basses. Le vote censitaire, instauré en 1791 sous la monarchie constitutionnelle avant la mort du roi Louis XVI, perdure en 1793 sous la Convention, continue en 1795 sous le Directoire, continue en 1799 sous le Consulat, continue en 1802 sous Napoléon, en 1804 sous le Premier Empire et Napoléon, sous la Restauration, sous Louis XVIII, jusqu'en 1830. Jusqu'en 1830, le droit de vote n'est pas permis pour les classes qui ne sont pas propriétaires. Sauf pour être propriétaire, il faut de l'argent. Et quand on est un paysan, quand on est un travailleur urbain, on n'a pas d'argent. On n'a pas de quoi acheter quoi que ce soit. Donc le système censitaire, qu'est-ce que c'est? Avec le système de vote censitaire, seuls ceux qui répondaient à certaines conditions de propriété avaient le droit de voter. Cela a en réalité exclu la grande majorité de la population, y compris les paysans et les ouvriers urbains. Les bienheureux de la bourgeoisie, grâce à leur richesse accumulée auparavant, leur relation naturelle avec l'aristocratie, les membres de la bourgeoisie avaient avantage de chance de satisfaire aux critères de propriété et ainsi d'obtenir le droit de vote. Pas simplement la bourgeoisie, mais même la noblesse. Ceux qui avaient déjà des fonds disponibles pouvaient naturellement bénéficier du droit de vote et influencer la politique à leur avantage. Cela leur conférait un pouvoir démesuré sur le processus politique, ce qui amène naturellement des notions de prise de pouvoir de chaque côté. La démocratie limitée, bien que le système de vote censitaire ait représenté un pas en dehors des privilèges exclusifs de l'aristocratie et du clergé, il n'a pas donné naissance à un système vraiment démocratique. C'est une dictature cachée. On fait croire à une forme de liberté. Oui, effectivement, il n'y a plus toutes ces taxes qu'il y avait sur les tiers États. Il n'empêche que c'est un système de transfert de pouvoir. Il entretenait un déséquilibre de pouvoir. Alors, c'est pas vraiment une dictature, mais c'est un déséquilibre de pouvoir en faveur des nantis, laissant de côté la majorité de la population pauvre. En définitive, le vote censitaire a symbolisé un transfert de pouvoir de l'aristocratie vers la bourgeoisie, sans pour autant aboutir à un système politique plus, plus équitable ou inclusif. Il est toujours exclusif. Parce que la personne qui n'a pas le droit de voter subit les lois qu'on lui impose. Encore une fois. Les classes populaires demeuraient en marge, exclues d'une participation significative dans le processus politique. Voilà la réalité de la Révolution. Et voilà l'élément qui était pour moi l'élément le plus central de la Révolution. Maintenant, on peut croire. Si certaines personnes ne me croient pas, ne sont pas d'accord avec moi, libre à eux de faire leurs propres recherches et de se poser des questions. Je vous retrouve, donc on continue avec les guerres révolutionnaires. Les guerres révolutionnaires. Portée par des idéaux radicaux et une soif d'expansion, la Révolution française s'est rapidement lancée dans une série de guerres contre les puissances européennes voisines. Les conflits baptisés les guerres révolutionnaires ont profondément bouleversé l'Europe et au-delà. Les motivations du gouvernement français étaient de propager les idéaux révolutionnaires et de protéger les frontières et d'acquérir naturellement des ressources. En fait, on pense souvent que ce sont les autres nations qui ont attaqué la France pour rétablir la monarchie. Non, c'est que ces guerres ont été instiguées par les Français. Et la raison, c'est d'acquérir de nouvelles ressources. Parce qu'effectivement, la révolution coûtait très cher. C'était un système qui n'était pas rodé, donc il fallait beaucoup d'argent. Et donc, naturellement, quand il y a un système où il n'y a pas de stabilité, on est en transition, ça génère beaucoup de corruption. Et donc, naturellement, les gens étaient tentés d'aller chercher des ressources qui venaient d'ailleurs. Donc, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, bon voilà, tous ces pays-là ont été intéressés d'attaquer, d'instiguer,
de faire des pseudo-affrontements à la frontière pour instiguer une guerre qui permettrait de conquérir des territoires et d'acquérir des ressources. Les adversaires, la France a dû affronter l'opposition d'une coalition de puissances européennes comprenant la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Prusse. La Prusse aujourd'hui n'existe plus, c'est un ensemble de territoires qui représentent environ l'Allemagne, qui va être reconsolidé en 1870 sous Bismarck. Et l'idée, c'est l'ensemble de ces trois pays-là qui principalement seront les adversaires. Les conséquences, les guerres ont entraîné d'importantes modifications territoriales et ont vu l'émergence de Napoléon Bonaparte en tant que héros militaire. Parce qu'effectivement, pour faire les guerres révolutionnaires, beaucoup de gens ont quitté un petit peu le bateau, pour avoir une expression commune. Donc l'idée, c'est que la révolution était en marche. Beaucoup de gens se sentaient beaucoup plus dans une logique d'ancien régime, ne comprenaient pas et n'acceptaient pas la révolution en tant que telle, donc préféraient changer de bord. Donc ils allaient à l'ennemi. Donc il y avait un grand nombre de démissions des officiers de l'armée, donc ce qui a permis à Napoléon Bonaparte de monter très vite les grades de l'armée et d'obtenir à chaque fois des compensations financières qui étaient de plus en plus intéressantes de par, de par les montées en grade. La guerre de Vendée. Alors, la guerre de Vendée, c'est un passage qui est assez douloureux en France, où les gens en parlent avec une certaine nostalgie, même si ça date de plusieurs centaines d'années. Mais la guerre de Vendée fut une révolte contre-révolutionnaire dans l'ouest de la France. Alors, la Vendée, ça va être, c'est l'ouest, c'est l'ouest et le sud-est de la France. Ok. Motivé, cette révolte était motivée principalement par des enjeux religieux et sociaux. La région était notamment majoritairement catholique et opposée aux politiques de laïcisation du gouvernement révolutionnaire. Donc, laïcisation parce qu'il y a la constitution civile du clergé que je vais expliquer dans quelques instants, et les gens qui étaient profondément catholiques, profondément catholiques, se sentaient plutôt aligné avec une logique de la loi naturelle qui était définie par l'Église catholique et naturellement d'avoir un roi, une aristocratie et que c'était la volonté de Dieu. OK? Donc il y a premièrement la persécution religieuse. Les révolutionnaires ont promulgué des lois qui réprimaient les pratiques religieuses et confisquaient les biens de l'Église. Cela a suscité un profond ressentiment au sein de la population catholique. Il y avait aussi des souffrances sociales et économiques. La région de la Vendée était également tourmentée par des difficultés économiques et des inégalités sociales. Ces éléments ont alimenté la révolte. Donc c'est tous ces éléments-là combinés qui ont alimenté la révolte. Donc c'est aujourd'hui, c'est plus considéré comme une guerre, mais plus comme un génocide. Donc c'est notamment caractérisé par une violence extrême des deux côtés. Donc on est parti très rapidement, le niveau de violence était vraiment très, très élevé. Le gouvernement révolutionnaire a eu recours à des tactiques impitoyables, brûler des gens dans des granges, tuer femmes et enfants, allant jusqu'à exécuter des prisonniers et incendier des villages. Comme je disais, ils mettaient les gens dans les granges et ils brûlaient le tout. Certains historiens ont poussé l'audace, naturellement, jusqu'à dire que ça, c'est un génocide. Parce que de manière systématique, on a voulu éradiquer la guerre de Vendée. Alors, pour deux raisons. Pour l'opposition anticatholique qui était très forte en France à cause du millier d'années qui venait de passer sous le joug du clergé et de la nobilité. Et de l'autre part, il y avait une notion de ne pas avoir 2 fronts qui allaient se faire en même temps. Parce qu'on avait le front de la Vendée, on avait le front dans les guerres révolutionnaires, on ne voulait pas avoir créé plus de fronts en interne. Donc si on ne mettait pas fin de manière extrêmement violente à la guerre de Vendée ou à la révolte en Vendée, ça allait en générer d'autres. Donc il fallait tuer le mal dans dans l'œuf ou dans la région, si on peut dire. OK. Maintenant, la constitution civile du clergé. En 1790, la promulgation de la constitution civile du clergé marqua une étape importante dans la laïcisation de la France. Donc l'idée, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Donc ça veut dire que l'Église ne doit pas son allégeance au pape ou à Rome, mais doit son allégeance à l'État. OK? Donc pour ce faire, l'État a fait quoi? Il a confisqué les biens de l'Église et place l'Église catholique
sous l'autorité de l'État. Donc c'est l'État qui organise l'Église. C'est elle-même qui nomme les prêtres, qui nomme les évêques, et ainsi de suite. Ce n'est plus le clergé ou ce n'est plus l'Église de Rome. La mesure a rencontré une vive opposition de la part de l'Église catholique, fidèle à son allégeance envers le pape et l'Église catholique romaine. Romaine parce que faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais c'est une naturelle transition entre l'adoption du christianisme à Rome qui va transformer ça en catholicisme romain, donc avec une volonté politique. Il faudrait que j'explique ça, c'est lié notamment à la donation de Constantin, qui est naturellement un faux, mais qui explique le rôle politique de l'Église catholique en Europe. La constitution civile du clergé a provoqué une scission au sein de l'Église française, certains membres du clergé refusant de prêter serment d'allégeance à l'État ou à la Révolution, parce que l'État, c'est la Révolution. L'opposition de l'Église à la constitution civile a alimenté la radicalisation croissante de la Révolution et a jeté les bases de la terreur. Donc, en même temps, on voit qu'il y a une tentative de contrôler l'Église, mais ça va amener une forme de radicalisation qui va accélérer le passage à la période de la terreur. Alors ça prendrait une vidéo rien que sur ça, parce que c'est absolument fascinant comment les événements qui vont pousser à arriver à la terreur, mais c'est un des éléments qui en fait partie. Ces événements mettent en lumière les conséquences complexes et parfois tragiques de la Révolution française. Alors que la Révolution visait à instaurer une société plus juste et équitable, elle a également engendré des conflits généralisés, de la violence et des bouleversements sociaux qui sont difficilement contrôlables. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a une influence à la fois sociale, religieuse et politique depuis 1000 ans. Casser ça du jour au lendemain, c'est extrêmement compliqué. Il y a des choses à faire étape par étape plutôt que de vouloir casser tout d'un coup. Et ça montre la différence qu'il y a avec la Révolution américaine et la Révolution française. La Révolution américaine qui est une transition naturelle vers une forme de renouveau vers l'autogouvernance et là, on voit une transition sur laquelle les gens ne sont pas prêts parce que la société dans son ensemble n'est pas prête, n'a pas les bases pour supporter cette transition. Maintenant, on va passer à quelque chose de très intéressant qui est la fin de la famille royale. OK? La fin de la famille royale. La Révolution française, caractérisée par son radicalisme et sa violence, aboutit finalement à l'exécution du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Alors, il faut comprendre que la Révolution française n'a pas d'intention de tuer le roi. Le roi est une figure emblématique de la France et il y a une volonté de plutôt réduire ses pouvoirs suite à la Constitution de 1791 et de lui donner un pouvoir de représentation. Ok. Donc, c'est un peu ce que l'on voit c'est un petit peu ce que l'on voit avec la première révolution anglaise de 1642 à 1651. Quand on voit Charles Ier qui se fait exécuter, il y a on trouve un changement de dimension avec une approche beaucoup plus constitutionnelle de la monarchie, avec à sa tête quelqu'un comme Olivier Cromwell. Ok. Donc, l'intention de la France, c'est de faire ça, c'est de faire une monarchie constitutionnelle, en réalité. Donc lui, maintenant, c'est que le roi Louis XVI, il, je pense que les gens lui disent que c'est un faible, qui ne sait pas, qui ne sait pas s'y prendre, qu'il est incapable de prendre des véritables décisions ou d'imposer sa volonté et de là, il fait des bêtises et les bêtises, c'est, ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc Louis XIV, trahison et exécution. Dans un contexte de mécontentement croissant et de montée des forces révolutionnaires, parce que les forces révolutionnaires deviennent de plus en plus, actives à la frontière. Donc, Louis XVI cherche à obtenir le soutien de puissances étrangères, en particulier de l'Autriche. Pourquoi l'Autriche? Sa femme est autrichienne. Sa femme est une princesse autrichienne qui s'est mariée avec lui, par alliance, et de la Prusse. OK? Donc naturellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit: «Mon papa mon papa, veux-tu m'aider, s'il te plaît?» Et donc voilà. Donc ces échanges avec ces nations ont été interceptés. Donc c'est pour la petite histoire, il a un coffre, et où comme j'avais expliqué, il aime bien faire des serrures. Il aime bien faire pas faire des serrures, des clés. Il aime faire des clés. Donc il appelle un serrurier qui lui dit: «J'ai un petit coffre dans mon bureau personnel. Pouvez-vous créer un coffre en acier de manière personnelle afin que je puisse, y cacher des documents?» Donc
C'est pas lui, hein, c'est les gens qui sont autour de lui qui organisent ça, et puis personne qui vient, qui travaille pendant 2 3 jours, lui fait un coffre sur mesure avec une clé, personnalisée. Et donc comme, on cherche à incriminer le roi parce qu'on soupçonne certaines choses, de fil en aiguille, les gens arrivent à attraper cette personne, la pression de la révolution, 2 3 claques dans la tête, 2 3 coups de poing ici et là, et le gars il parle, il dit: «Bah écoutez, j'ai fait un coffre pour le roi, et voici la clé», ou voici comment on peut l'ouvrir. Je sais plus exactement le je connais l'histoire, mais l'histoire m'avait fait tellement rire que bon là, je l'ai plus en tête là. Puis ils viennent, ils ouvrent le coffre et toutes les lettres qu'il a pu écrire, pour les forces révolutionnaires. Et là, on trouve que, bah, il raconte tout quoi. Il dit: «Moi j'en peux plus, venez me sortir de là, c'est un enfer sur terre, je suis plus roi, chez moi, donc venez me sortir de là», et puis, donc les preuves sont interceptées, révélant des preuves et ses activités traîtresses. Donc en juillet, en juin 1791, Louis XVI et Marie-Antoinette ainsi que toute sa panoplie d'enfants et des les gens qui s'occupent des enfants, des gardes d'enfants et autres, tentèrent de s'échapper de Paris lors du célèbre épisode de la fuite à Varennes. Donc Varennes, c'est une petite ville, un petit village qui se trouve un peu plus loin que Reims, pour ceux qui connaissent la France, l'est de la France. Donc il est en route pour aller vers la frontière. La frontière qui se trouve un peu plus loin, je pense, on va dire, je sais pas, du côté de Longwy ou quelque chose comme ça. Et donc là-bas, on l'arrête. Quelqu'un arrête la calèche, parce qu'on voit la calèche. On l'avait déjà remarqué dans une taverne. On l'a vu dans une taverne et les gens se disaient: «Mais c'est pas possible, on le connaît ce gars-là, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un aristocrate, c'est qui celui-là?» Et donc les gens le suivent à cheval, ils arrêtent la calèche, ils interrogent et puis, quelqu'un regarde une pièce de monnaie et reconnaît la figure de Louis XVI et il dit: «Bah, c'est Louis XVI». Et là, on l'arrête. Donc il est capturé et ramené en hâte à la Cité parce qu'il n'est plus à Versailles depuis 89, il est aux Tuileries. Donc on le ramène, à la Cité, donc à Paris, aux Tuileries, palais des Tuileries qui se trouve, dans le centre de Paris, quoi. Et aujourd'hui, c'est un musée, mais à l'époque, il vivait là-bas. Donc l'échec de cette tentative d'évasion a renforcé la conviction des révolutionnaires en la perfidie du roi. Donc ils disent: «Il est perfide, il est manipulateur, il est un traître. Il est un traître à sa nation», puisque dedans, il dit même il parle même d'assassinat, de tuer des Français, quoi. Donc on parle littéralement de de vocation c'est de la traîtrise pure. Donc on décide de simplement, bah, ces actions associées à la radicalisation croissante de la révolution. En fait, il y a des gens qui veulent encore le défendre, mais c'est mal vu. Si avant on pouvait le défendre, on pouvait dire: «Ouais, bon d'accord, on le tue pas, bon». Mais là maintenant, c'est tellement loin que quelqu'un qui va ouvrir sa bouche et dire: «Ah moi je veux pas qu'on le tue», il va y passer avec, hein. Donc là, c'est tellement chaud que les gens se disent: «Faut mieux que je dise rien». Donc les gens qui sont même contre, il y a même des gens, je pense, qui 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 ne sont pas du bord du roi et qui ne voulaient pas sa mort. Je pense fondamentalement ça. Il y a même, je me souviens plus exactement qui, mais je pense que quelqu'un comme Danton ou bien c'était même Robespierre, je pense un des 2, qui a parlé pour essayer de sauver le roi. Parce que, fondamentalement, il voulait pas, il y en a certains je pense que beaucoup de personnes ne voulaient pas le tuer, mais ils avaient peur. Donc on aboutit au procès et à la condamnation de Louis XVI. Il est reconnu coupable de trahison et subit l'exécution par la guillotine le 25 janvier 1793. Alors, Marie-Antoinette, captivité et exécution. Avec l'échec de sa fuite à Varennes, Marie-Antoinette, la reine consonne, se retrouva arrêtée et emprisonnée parce que là, on se dit, c'est les lettres avec l'Autriche, on voit naturellement, on fait la liaison entre elle et puis l'Autriche et son papa. Donc elle fut, confrontée à des conditions impitoyables, accusée de trahison et d'adultère. Effectivement, elle vivait la grande vie parce qu'elle n'aimait pas trop son idiot, donc elle vivait la grande vie avec d'autres, nobles, mais pendant qu'elle est en captivité, elle elle fait certaines choses avec des gardes. Donc c'est ce qu'on affirme, moi je ne sais pas, mais c'est ce qu'on affirme. Donc le jugement de la reine en octobre 1793, Marie-Antoinette fut jugée, reconnue coupable de trahison. Elle fut accusée d'avoir fomenté des violences contre-révolutionnaires, donc de l'assassinat des Français, d'avoir eu des liaisons avec les gardes du corps du roi, donc il y a eu des histoires
savez, quand les gens ont beaucoup d'argent, qu'ils savent pas quoi faire, ils font des choses, des fois, c'est assez frappant, mais bon, c'est ce qui est là, bon, c'est ce qu'on lui reproche. Marie-Antoinette a rencontré la lame de la guillotine le 16 octobre 1793. La disparition de la reine, conjointement avec celle de son époux, marqua l'effondrement total de la monarchie, que l'on ne reverra uniquement qu'en 1830, il me semble, si je me souviens bien. OK, le destin du dauphin. Après l'arrestation de ses parents, le jeune dauphin Louis XVII a été emprisonné. Il endurait des problèmes de santé déjà et subissait un traitement brutal de la part de ses geôliers, frappés, des humiliations, on frappait l'enfant quoi et en 1795, le jeune roi trouvera la mort en captivité, victime probablement d'un mélange délétère d'infirmité, de négligence et de maltraitance combinée. Moi, ça me fait vraiment mal l'histoire du jeune dauphin, parce que c'était un jeune garçon qui était jeune, je pense environ 7 ans, qui était très proche de ses parents, très proche de paradoxalement, hein, pour des nobles, bon, pour des gens certainement aisés, ils étaient très proches de leurs enfants et donc il pleurait tous les soirs et il pleurait tous les soirs parce qu'il demandait sa mère et son père et on le battait de plus en plus parce qu'il n'arrêtait pas de pleurer, ses parents. Et on sait que ça a brisé ça a brisé le cœur de sa mère. Moi, cette souffrance comme ça, pourquoi ne pas le faire adopter par une famille française, de traiter correctement plutôt que de le traiter comme ça? Un jeune garçon, ça reste un jeune garçon, quoi. Donc c'est le bon, voilà, on voit là, toute la radicalisation de la révolution quand on pousse des gens à certains extrêmes, ben, l'extrême ressort, en fait. Donc les destins tragiques de Louis XVI, de Marie-Antoinette et du dauphin furent les funestes aboutissements de la Révolution française. Ils incarnaient la chute de la monarchie et l'aspect radical du mouvement révolutionnaire dans certains aspects. En même temps, moi je dis bien que Louis XVI, il a creusé sa tombe tout seul. Il n'avait qu'à suivre l'évolution de ce qui était en train de se passer. Aujourd'hui, si ça avait été le cas, il y aura toujours un roi en France, ce qui est toujours le cas avec le président Macron, hein, petit roitelet, petit roitelet. On va dire ça comme ça et donc il y aura toujours un roi en France parce que je pense que les gens étaient attachés avec l'image de un peu comme du père de la nation. Aujourd'hui, on parle du président comme le père de la nation, mais c'est un petit peu comme la manière dont on voyait le roi Louis XVI. Donc maintenant, on va parler de la Révolution française et une transition chaotique. La Révolution française s'est caractérisée, comme vous pouvez le voir, par une période d'instabilité et de violence à la suite de la chute de la monarchie. La terreur, orchestrée par les Jacobins, a entraîné des exécutions de masse et une répression politique généralisée. Finalement, Napoléon Bonaparte s'est imposé en tant que figure dominante, consolidant son pouvoir en instaurant une dictature militaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques, mais il y a des détails politiques qu'il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus entre les, euh, les, euh, les Jacobins, bon, ce qu'on appelle les montagnards et les Girondins, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, c'est très, très intéressant. Mais malheureusement, on n'a pas le temps. Mais ce que je peux dire par là, c'est que naturellement, dans une situation d'instabilité politique, de chaos complet, il faut bien comprendre que les gens ne savent pas quoi faire. C'est ça la vérité. Il n'y a pas de visionnaire, il n'y a pas de gens comme George Washington qui a une vision très claire de ce qu'il veut faire, entouré de gens qui sont très intelligents, qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent achever. Mais là, on ne sait pas ce que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire en réalité. Ils tournent en rond, c'est n'importe quoi. Puis il y a la menace des guerres révolutionnaires. Et il y a Napoléon Bonaparte qui monte et qui s'affirme comme un leader militaire. On regarde ça comme un des moyens possibles de rétablir une stabilité. Donc, on peut dire que quoi? Que l'héritage de la Révolution, malgré le règne autoritaire de Napoléon, la Révolution française a marqué profondément la société et la politique française. Il a mis fin au système féodal, instauré des droits civils, introduit de nouvelles notions de citoyenneté et d'égalité. L'association, donc c'est ce qu'on peut dire. Ok. Donc maintenant, l'association des Amis des Noirs et de la Révolution haïtienne. Donc je veux juste toucher un petit peu à ça, comme j'ai touché à la Révolution française et aux Amérindiens. L'association des Amis des Noirs, cette organisation abolitionniste française a joué un rôle crucial en sensibilisant le public à la situation des Africains esclaves.
et en plaignant pour leur émancipation. Donc en 1794, même si c'est un groupe qui s'est fondé en 1788, se termine en 1791, il n'empêche qu'en 94, les idées de la Société des Amis des Noirs sont largement propagées. On parle de donc il y a quand même du bon qui sort de ça. Donc en 94, on dit: «Leurs actions ont contribué à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises». Maintenant, la révolution haïtienne. Cette révolution d'esclaves réussie dans la colonie française de Saint-Domingue, à l'origine ça s'appelait Saint-Domingue, Haïti fut une conséquence directe des idéaux de liberté et d'égalité de la Révolution française. Sous la direction de Toussaint Louverture, la Révolution aboutit à la création d'Haïti en tant que nation indépendante en 1804. Donc je ferai une vidéo là-dessus dans 2 semaines, qui va être fascinante. L'histoire d'Haïti, c'est absolument fascinant. Donc, donc quelque chose qu'on devrait faire avec moins, ce sera moins long que certainement la partie 3, mais ce sera très intéressant. Donc maintenant, on va parler de la Révolution française, de la Révolution à la dictature. Donc maintenant, on passe à un schéma différent, c'est on regarde le passage à la dictature. La Révolution française fut une période tumultueuse, marquée par des changements rapides de pouvoir et d'idéologie, comme je le disais auparavant. Au départ portés par les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, comme on pouvait le voir avec la Révolution américaine. L'influence de la Révolution américaine et l'influence des Lumières prépondérant. Vraiment, c'est prépondérant. Pour ça que faire la comparaison entre les 2 est absolument, quelque chose de très intéressant à faire. La révolution a finalement sombré dans une période de radicalisme et de violence. C'est la période de la terreur, OK? Et ce dont on va parler maintenant. L'ère de la terreur. Donc c'est une sous-section de la révolution, à la dictature. L'ère de la terreur. Le comité de salut public est créé pour lutter contre les contre-révolutionnaires, détenait un pouvoir immense et a entraîné des exécutions de masse. Cette période, connue sous le nom de terreur, qui a provoqué le rejet de nombreux individus et a suscité, un besoin ardent de stabilité. Donc quand on voit quand on voit ce qui se passe, c'est que, naturellement, quand on passe à un degré de violence extrême, on voit il y a l'instabilité, il y a la mort du roi et puis plein de choses qui se passent, c'est confus, c'est le chaos. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit: «Il y a les ennemis de la révolution». Donc on veut éliminer les ennemis de la révolution. Réel ou supposé, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui dit un mot de travers: «Purée, j'aime pas la coupe de Robespierre, elle est pas belle». Bah, c'est un contre-révolutionnaire, faut le tuer. C'est 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 ce que je vais expliquer tout de suite et on en fait une c'est pour ça que maintenant on fait une petite parenthèse sur la terreur et naturellement le leader de la terreur qui est Robespierre. La terreur fut une période de violence radicale et de répression politique qui a secoué la Révolution française. Cette période se distinguait par la prédominance du comité de salut public, une entité puissante dirigée par Maximilien Robespierre. Le comité de salut public, c'est quoi en fait? En 1793, le comité de salut public fut mis en place mmh, pour faire face aux menaces croissantes pesant sur la Révolution. On lui avait octroyé des pouvoirs étendus pour arrêter les ennemis présumés de la Révolution et pour mener des procès et des exécutions. Donc c'est là où on voit la suprématie de Robespierre. Donc, Robespierre, qui est un leader politique jacobin radical, s'imposa comme la figure dominante au sein du comité de salut public. Il est un passionné des idéaux révolutionnaires et était révolu à éliminer toute opposition à la révolution. Donc, Robespierre a promu un culte de l'être suprême, une religion déiste visant à remplacer le christianisme traditionnel. Cette action visait à rassembler la nation sous une bannière commune et à promouvoir les valeurs révolutionnaires. Beaucoup de gens disent que cette influence était une influence satanique. OK, c'est des rumeurs. Je sais pas ce que je peux en dire de plus, mais c'est ce que certaines personnes affirment. Maintenant, l'ère de la terreur. La terreur qui s'étendit de 1793 à 1794, donc juste après la mort du roi, hein. La mort du roi, c'est janvier 93, Marie-Antoinette, c'est octobre 93. Donc, qui s'étendit donc de 1793 à 1794, fut une période de régression politique intense. La révolution a englouti des milliers d'individus, les traquant, les jugeant, les condamnant à mort, qu'ils soient
ennemi avéré ou simplement soupçonné. Donc, je vous donne un exemple, c'est, je croise quelqu'un que je n'aime pas, qui est mon voisin, et je le dénonce et je dis: «Ben, voilà, c'est la délation, hein». Je dis: «Ben, mon voisin là, il a parlé en mal de Robespierre et tout». Et puis j'amène ma femme qui dit: «Ouais, ouais, 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 ah ouais, bah, oui, et ben, moi aussi, hein, j'ai vu qu'il a parlé mal de Robespierre». Ah bah là, d'un coup, il y a plus de Robes il y a plus de il y a plus de voisin. Donc heu, donc les gens se servaient c'est ça, les témoins, ça peut être, sa propre femme, ça peut être, la cousine, la sœur et donc on se débarrasse du voisin. L'élément qui est utilisé donc c'est une justice radicale. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais partir sur la guillotine, mais je reste un petit peu là-dessus. C'est une justice radicale. Ça veut dire qu'on vous prend, on vous juge, mais on vous juge en 2 minutes, hein. C'est un gars assis sur une table, un tabouret, une feuille, il écrit ton nom, il écrit mal ton nom d'ailleurs, il juge rapidement en 2 minutes, 1 heure plus tard, tu es sous l'échafaud, hein. C'est la justice radicale. Je rigole, mais c'est un petit peu l'image que l'on a quand on regarde les films ou les écrits, sur la Révolution française. Donc, l'outil qui est utilisé, c'est la guillotine, invention redoutable, et créée par Joseph Guillotin, il me semble, sont destinés à des exécutions expéditives, est devenu l'emblème de la révolution révolutionnaire. La guillotine a fait tomber des milliers de têtes, des nobles, des simples citoyens, et aussi en passant par des gens du clergé. Donc, la constitution civile du clergé, qui a été largement refusée par certaines personnes du clergé, beaucoup de personnes vont y passer. Et la guillotine sera utilisée jusqu'en 1977. La dernière exécution, je pense qu'elle était en 1977 en France. Les cibles de la terreur ne se limitaient pas aux ennemis de la Révolution, mais englobaient également des citoyens soupçonnés de déloyauté ou de dissidence. Le comité de salut public cherchait à façonner une société homogène fondée sur des principes révolutionnaires. Pour moi, c'est le nazisme avant l'heure. En réalité, c'est ça. Il y a une idéologie. Si l'idéologie n'est pas suivie ou adoptée de gré, vous allez l'adopter de force. Tous ceux qui ont quelque chose à dire vont y passer. Donc maintenant, la chute de Robespierre. Malgré sa domination, les politiques de Robespierre ont finalement précipité sa chute, ses rivaux, au sein de l'Assemblée nationale. Donc, commençaient à avoir peur. Ils se disaient: «Mais on est les prochains». Parce que tout ce qui va se mettre en travers du chemin de Robespierre va devoir y passer. Craignant pour leur propre sécurité, on manigançait son arrestation, son exécution en juillet 1794. Alors, pour la petite histoire, ils sont dans un bureau, de la Révolution, il est avec, les gens qui le suivent, notamment son frère, les gardes de la Révolution, les gardes, je veux dire révolutionnaires, rentrent, ça s'attrape, ça se met des coups de poing et puis, ça se défend du côté des robespierristes et puis, de fil en aiguille, quelqu'un qui prend un pistolet, qui vise vers Robespierre, lui tire dessus, lui tire dans la mâchoire se bon, c'est comme ça qu'on raconte, c'est que la mâchoire se défait, il a la mâchoire cassée ou une partie de la mâchoire qui est arrachée. Non, c'est pas très clair. En tout cas, il souffre terriblement, il a la mâchoire cachée, ça saigne de partout. On lui met un truc pour tenir la mâchoire, parce qu'il est comme un Robocop à qui on a arraché la mâchoire. Il s'allonge sur une table, on le soigne, mais on l'arrête parce que bon voilà, c'est la fin. C'est ainsi que prend la fin de la de la sombre époque de la terreur, parce qu'il sera lui-même guillotiné. Donc dans cette histoire-là, on peut dire que Robespierre et Napoléon Bonaparte. Ça, c'est un sujet un peu intéressant parce que ils se sont croisés dans les méandres tumultueux de l'histoire française. Ils vivaient à la même époque. C'est des gens qui se connaissaient. Au départ, Napoléon est plus proche du frère de Robespierre, mais leur relation va se rapprocher un petit peu, ils seront jamais amis, mais vont se rapprocher un petit peu. Mais leur relation était quand même empreinte de complexité, souvent marquée par l'adversité, parce qu'ils sentent qu'il y en a un qui est un leader militaire, qui peut avoir un rôle à jouer ou tentative de coup d'État. Et ça, Robespierre le sent parce qu'il est un fin politicien, mais en même temps, il se dit que c'est quelqu'un qu'il peut utiliser pour les guerres révolutionnaires, pour des activités liées militairement. Par exemple, l'histoire de la bataille de Toulon.
c'est sous la Révolution et sous Robespierre. Donc je parlerai pas de la bataille de Toulon, ce sera un peu plus long encore. Les divergences politiques. Robespierre, en tant que jacobin radical, prônait la souveraineté populaire et les idéaux démocratiques. En revanche, Napoléon était un leader militaire pragmatique, cherchant finalement à consolider son pouvoir et instaurer une dictature. Je pense que très rapidement, quand il a vu la situation en France, il y avait une possibilité de faire quelque chose. Je pense que très rapidement, il l'a compris, Napoléon. C'est pour ça qu'il manigance tout pour se retrouver en position de faire quelque chose. La rivalité entre Robespierre et Napoléon pour dominer le gouvernement révolutionnaire était intense. Donc les deux essayaient de batailler pour contrôler une partie, la politique. Les succès militaires de Napoléon, sa popularité croissante, représentaient une menace pour la domination de Robespierre. Ok. Donc, c'est un petit peu ça qui va se passer, c'est la transition naturellement vers, vers quelque chose de différent après, Robespierre. Revenons un petit peu maintenant à la transition du pouvoir qui a mené au coup d'État de Napoléon, parce que ça va être aussi intéressant. Après la période de la Terreur, le Directoire a été mis en place comme une nouvelle forme de gouvernement. Vous voyez que ça transitionne toujours vers des trucs, les plus incompréhensibles, les uns que les autres. Cependant, il s'est avéré fragile et inefficace et miné par la corruption et l'indécision. Parce que c'est ce que je dis, à partir du moment où il y a une transition dans une société humaine, il y a des transitions, il n'y a pas de stabilité, corruption, corruption, corruption. C'est ça. Donc Napoléon, ce héros militaire qui s'est illustré pendant les guerres révolutionnaires, s'est emparé du pouvoir lors d'un coup d'État en 1799. En tant que premier consul, il mit en place toute une série de réformes, parmi lesquelles le Code Napoléon, qui consacra le droit français sous le consulat. Napoléon a mis en place toute une série de réformes majeures qui ont profondément marqué la société et le droit français, c'est vrai. Parmi les réformes les plus marquantes figure la réforme de l'éducation, où il met en place un système éducatif national avec des grandes écoles, favorisant l'éducation standardisée et la méritocratie. La réforme administrative, il a rationalisé l'organisation administrative de la France, instauré un gouvernement plus efficace et centralisé sur Paris. Donc aujourd'hui, c'est toujours le cas en France, hein. Tout est centralisé sur Paris. Sous le règne de Napoléon, les réformes économiques furent mises en place, incluant la stabilisation de la monnaie, l'instauration de la Banque de France, dont il faudrait faire une vidéo parce que c'est fascinant, et la stimulation de la croissance économique. Si les réformes de Napoléon sont souvent motivées par son désir de consolider son pouvoir et d'établir un régime stable, elles ont également eu des conséquences positives. Les réformes dont je parle, elles sont positives. Ces réformes ont contribué à la modernisation de la France et à l'établissement d'un système gouvernemental plus efficace et équitable. Équitable, pas pour tout le monde, pas pour le bas de l'échelle. On a vu que le droit censitaire, par exemple, le droit de vote, se fait uniquement sur la propriété, qui sous Napoléon va être continuellement euh, euh, gardé et continuer à être utilisé simplement. Le directoire, cet organe qui a pris la relève du comité de salut public, s'est révélé être un régime chancelant, fragile, rongé par la corruption, les luttes de pouvoir et les difficultés économiques. L'incapacité du directoire à gouverner efficacement a créé un vide de pouvoir qui a permis à Napoléon de s'infiltrer et de s'emparer du contrôle. Donc maintenant, le coup d'État de Napoléon, alors c'est simple, hein, c'est 99, en 99, Napoléon a fomenté un coup d'État connu sous le nom du 18 Brumaire. Ce coup d'État a mis fin au directoire et a instauré un nouveau régime, le consulat, avec Napoléon en tant que premier consul. Il a mis la mainmise, il a la main mise sur le pouvoir. Napoléon a rapidement consolidé son pouvoir avec une aide, une aide financière extérieure, reléguant les autres consuls au second plan pour devenir finalement le seul dirigeant. Donc, au final, au début, il y a plusieurs consuls et il va les éliminer soit avec de la corruption, soit avec des menaces. Et il va écarter au fur et à mesure chaque consul pour lui se retrouver en position de légitimer ses actions, les considérant comme indispensables pour établir l'ordre et la stabilité en prenant le pouvoir, lui tout seul.
La Maintenant, la corruption et le népotisme, si Napoléon était reconnu par ses capacités administratives et ses réformes, son régime n'était pas à l'abri de la corruption. C'était en fait basé sur la corruption. À partir du moment où, au début, les gens se plaignent de la corruption, et quand elle est institutionnalisée comme faisant partie du décor, il y a plus de discussion. Donc il a nommé des proches, des membres de sa famille à des postes de pouvoir. Son frère Joseph qui va être nommé à Naples, régnant de Naples. Ensuite, roi d'Espagne, presque roi d'Espagne. Bon, je sais plus ce qui s'est passé, mais roi d'Espagne. Son frère Lucien, ministre de l'Intérieur. Donc, ça suscite des accusations de favoritisme. Non? Un petit peu, un petit peu. De plus, ces campagnes militaires ont la nécessité de financer son gouvernement, ont entraîné une augmentation des impôts et des difficultés économiques. Maintenant, le passage vers l'Empire, l'ambition de Napoléon dépassait les simples frontières intérieures, poussé par ses conquêtes militaires et son ambition de fonder un empire dynastique. Il décida de s'autoproclamer empereur en 1804. C'est à partir de là que s'achève l'ère révolutionnaire, c'est fini. Laissez place à la France napoléonienne. Donc la Révolution française a, bien qu'initialement initiée par des idéaux révolutionnaires, finalement dévié de sa trajectoire initiale. Mais le constat reste le même. Le bas peuple est toujours dirigé, manipulé et sans participation ou contribution politique. Ok. La période marquée par l'instabilité et la violence combinée aux ambitions de personnages tels que Napoléon a abouti à l'avènement d'une dictature sous Napoléon. Maintenant, malgré sa corruption, malgré sa corruption et ses réformes, Napoléon est responsable de massacres de masse perpétrés à travers l'Europe lors des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. On laissait des estimations effrayantes. Environ 2 millions de personnes du côté français. Seulement, dont 700 000 après 1815 et environ 1 million de morts rien qu'entre 1812 et 1814. Même désigné comme le premier antéchrist par Nostradamus. Nostradamus qui faisait des, des- des- des contraints, je sais pas comment on appelle ça, des contraints, je sais plus comment on appelle ça. Mais il faisait des prédictions, et donc au XVIe siècle, il a prévu qu'il y aurait trois antéchrists. Le premier étant Napoléon Bonaparte, second étant Hitler, et le troisième qui serait révélé en 2030. Il est pourtant l'auteur du Code civil français. Malgré tous ces massacres, ce boucher, ce manipulateur, ce psychopathe, il est quand même l'auteur du Code civil français. La preuve qu'il est tellement mal vu en France, il n'y a pas une rue, une école qui porte son nom. Pourtant, c'est un héros français. Donc le code Napoléon est un code civil, c'est le code civil qu'on appelle aujourd'hui le code civil, c'est le code Napoléon, promulgué par Napoléon Bonaparte en 1804. Je ne pense pas qu'il l'ait fait lui-même. Quand on affirme qu'il a tout fait lui-même, le code civil, c'est un sacré morceau. Tout seul, je n'y crois pas une seule seconde. Je ne pense pas qu'il avait l'intellect de faire ça, mais qu'il avait des gens intelligents, il avait une certaine vision qui lui permettait de contrôler la direction du code civil. Mais qu'il l'ait fait lui-même, je n'y crois pas une seule seconde. Pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent, hein. Un boucher, un meurtrier, un dictateur, ce que vous voulez, un psychopathe. Mais il a marqué profondément donc le code, naturellement, qu'il a fait, a marqué profondément le droit français, exercé une influence majeure sur les systèmes juridiques de nombreux autres pays qui l'ont utilisé dans le Moyen-Orient, dans l'île Maurice. En île Maurice, c'est le code Napoléon qui a été utilisé. Aussi en Asie, il y a beaucoup de pays qui utilisent le code Napoléon comme base. C'est en Amérique du Sud, il me semble. Alors, quelles sont les dispositions clés du code Napoléon? Le code abordait une multitude de sujets juridiques, allant des droits de propriété au contrat, en passant par le mariage en héritage, le mariage et l'héritage. Son objectif était de favoriser la clarté juridique, l'uniformité et l'efficacité. Maintenant, il faut voir l'efficacité du système juridique français, c'est quelque chose. L'impact sur la société française. Le code Napoléon a contribué à la modernisation du droit français et la réduction de l'influence des privilèges féodaux. Il favorisait également l'égalité et l'individualisme. Mais encore une fois, l'égalité et l'individualisme, pas pour tout le monde. Pour les esclaves qui sont dans les colonies, ce n'est pas le cas.
Pour les gens qui font partie du petit peuple, ce n'est pas le cas. On favorise toujours les gens les plus riches. On favorise toujours les gens qui sont en haut de la pile, pas les gens qui sont en bas. Les gens qui sont en bas, on les traite comme s'ils n'étaient rien. Voilà, c'est ça la vérité. Donc on parle des grands idéaux, il n'y a pas de grands idéaux. Toujours, c'est la Révolution française, je le dis encore, c'est un transfert de pouvoir entre la noblesse, le clergé, vers vers la bourgeoisie, vers la classe moyenne. Et maintenant, ils contrôlent le pays. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas aujourd'hui. L'influence internationale. Les principes et dispositions du code ont été adoptés ou adaptés par de nombreux pays, y compris certaines régions d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie, comme je le disais. Le code Napoléon, toujours en vigueur de nos jours, témoigne de l'importance de l'héritage de Napoléon en tant que réformateur. En tant que réformateur, il n'y a pas de question. Il a mis une structure en place. Malgré ses écrits au début où il disait naturellement qu'il détestait la France et les Français. Malgré ça, pour moi, il s'est servi de la France comme d'un marchepied pour ses ambitions personnelles. Mais c'était un grand réformateur, quelqu'un de très, très, très intelligent et un fin politicien. Mais malgré ça, un psychopathe, un meurtrier, un boucher et un raciste. Aussi simple que ça. Maintenant, une mini conclusion des conséquences. Les révolutions américaines et françaises, bien qu'animées par des aspirations communes de liberté et d'égalité, ont eu des répercussions bien différentes pour les Amérindiens et les Africains réduits en esclavage. Bien que les deux groupes aient fait face à l'oppression et à la dépossession, leurs expériences ont été influencées par des contextes historiques et des réalités politiques différentes. Donc, les peuples autochtones, gardiens ancestraux de ces terres, furent déplacés et relégués en marge par les puissances coloniales et les nations nouvellement indépendantes. Ils ont dû faire face à une délocalisation forcée, à la perte de leurs terres et des attaques contre leurs traditions culturelles. En revanche, les Africains réduits en esclavage dans les colonies françaises se sont battus pour obtenir l'abolition, même si cela fut de courte durée, puisque naturellement en 94 c'est la fin de l'esclavage, rétabli par Napoléon en 1802. La révolution haïtienne fut fruit direct de la révolution française, a donné naissance à une nation indépendante, fondée sur les idéaux de liberté et d'égalité pour les personnes réduites en esclavage. En matière de corruption, les deux révolutions ont dû affronter des défis de taille pour lutter contre ce fléau omniprésent. Maintenant, un petit mot sur les différences sur les couches sociales. C'est que la révolution américaine, on voit une émancipation vers une autogouvernance qui va bénéficier à tout un chacun, à tous les niveaux de la société, sans restriction ou de naturellement, les gens qui sont en haut en bénéficient plus parce qu'ils vont s'enrichir. Naturellement, le pays est très grand et très riche, mais il n'empêche que même les gens les plus bas de l'échelle vont profiter de cette, de ces opportunités-là. On appelle le rêve américain. OK? Dans la société française, c'est toujours une logique de classe sociale, il y a toujours une forme de caste. Il y a toujours des gens qui sont en haut, des gens qui sont en bas. Les gens qui sont en bas ont une possibilité limitée de grandir dans l'échelle sociale, mais c'est limité pas simplement parce qu'on a fait un transfert de pouvoir durant la Révolution française. Le vote censitaire en est une forme manifeste. Et donc quand on voit aujourd'hui la situation en France, les conséquences, c'est que ce système est toujours en place aujourd'hui. Un système de caste, des gens qui sont en dessous, des gens qui sont au-dessus. Et les gens qui sont au-dessus, des gens qui viennent des mêmes environnements socio-économiques, qu'il n'y a pas de rafraîchissement ou de gens qui proviennent d'en bas, où il y en a très peu. Et c'est aujourd'hui ça les conséquences de la Révolution française. Maintenant, si on peut dire encore quelques mots là-dessus, c'est que quand on parle de transition dans des sociétés humaines, dans des systèmes politiques, il faut voir des scandales de corruption. Donc, lors de la Révolution américaine, des scandales tels que l'acte des terres de Yazoo, la conspiration de Burr, ou la révolte du whisky ont mis en lumière les failles dans la gouvernance de la jeune république naissante. C'est vrai, mais il y a quand même une vision démocratique dont ils ne démordront pas. Par contre, de l'autre côté, on voit la Révolution française a été gangrénée par la corruption depuis le début, surtout pendant le Directoire et les premières années du règne de Napoléon. Après le règne de Napoléon, tout se passe bien parce que c'est institutionnalisé. Bien que les révolutions aient cherché à établir des sociétés justes et équitables, les réalités du pouvoir, clientélisme,
et des intérêts économiques ont souvent sapé ces idéaux, beaucoup plus en France que qu'aux États-Unis. Donc voilà, on a atteint la fin de la partie 3 des conséquences. Et les autres parties 3, 4 et 5 seront plus courtes, naturellement. Merci.